Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le vendredi 14 août 2020. J'avais dit que ce serait le dernier audio sur l'affaire Grégory et je me suis trompé. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a Louisette Lavray, qui est un YouTuber en fait, qui a pris le nom d'une protagoniste de l'affaire, qui a passé mon audio dans un très long live qui dure 6h46 sur son compte, il y a quelques jours, et donc je suis obligé de réagir. Alors, il a passé l'audio à peu près dans son intégralité, sauf la fin. Bien entendu, je suis un peu déçu par certains intervenants dans les commentaires et par lui-même, à qui d'ailleurs j'ai lancé une invitation pour un live, pour en discuter de vive voix en direct sur StreamYard ou quelque chose comme ça. On verra si c'est possible, s'il répondra à mon mail. Je déplore en fait le fait, je suis déçu et enfin, c'est pas seulement déçu, je suis étonné que les gens acceptent certains faits sans réfléchir. Et donc, moi je veux bien qu'on dise il faut mettre Christine hors de l'affaire, etc. Moi d'abord je l'accuse pas. Honnêtement, je dis elle est ambiguë. Je ne dis pas elle est coupable, je me permettrai pas, je n'ai pas d'éléments, de preuves. Ça, c'est pas possible. Moi, je suis contre les accusations sans preuve. Et dans cette affaire, il n'y a eu que ça, des suppositions. Oui, mais le foulage, oui, mais ceci, oui, mais cela. Et moi, comme quelqu'un l'a dit dans les commentaires, je m'en tiens au factuel. C'est très important. C'est très important parce que... mais le problème, c'est que même le factuel, et je vais vous le démontrer ici, si vous avez quelques minutes à me consacrer, même le factuel, il est discutable. Je l'avais déjà dit dans les audios précédents, je vais le redire ici. Je prends un exemple. Enfin, plusieurs exemples. Le coup de téléphone à Michel, à 17h32. C'est pas factuel, puisque personne ne peut prouver ça. Donc déjà, c'est un fait sur lequel on repose sur la parole de Michel, dont on sait qu'il est tellement émotif, étrange, haineux, enfin bref. C'est loin d'être quelqu'un de neutre de l'affaire. Donc c'est pas factuel l'appel. Dans tous les documentaires qu'on voit sur le net, on dit le corbeau a appelé Michel à 17h32 pour lui dire j'ai eu le fils du chef. Genre c'est un fait. C'est pas un fait, c'est une affirmation de Michel. Ensuite, la lettre. Écoutez bien, c'est très important d'écouter. Sans a priori et sans haine aveugle. La lettre, la fameuse lettre de revendication. Saviez-vous que vous pouvez poster une enveloppe vide dans une boîte aux lettres avec un timbre, elle aura un cachet de la poste, et quand vous recevez la lettre, vous y mettez ce que vous voulez à l'intérieur et vous dites j'ai reçu ça ce matin par la poste. Impossible de savoir que cette lettre est arrivée vide et que vous avez rajouté une lettre qui était écrite à l'avance chez vous et qui n'a pas été postée. Donc même ça, on peut discuter sur le fait de est-ce que la lettre a vraiment été mise à la poste dans l'enveloppe ou elle était rajoutée dans l'enveloppe après l'avoir reçue le matin. Vous comprenez? Tout peut se discuter. C'est pour ça que je dis une chose simple. Tenons-nous à des principes solides, des choses solides. Et le solide, tout le monde le connaît, si on est de bonne foi. Christine sort du boulot à 16h54. Elle part chez la nourrice, à qui d'ailleurs elle se plaint. Ah, si tu savais tout ce que je vis depuis toutes ces années, j'en peux plus, etc. Elle quitte à 57-58 pour arriver chez elle à 17h01 ou 2. Et là aussi, on dit arriver chez elle, comme un fait accompli. Qui l'a vu arriver chez elle? Personne. Ceux qui l'ont vu, ce sont Monsieur Melin et la bonne femme qui habite en bas de la rue, qui l'ont vu passer en voiture et ils ont fait coucou. Et puis ils n'ont pas vu, c'est la tournée à gauche ou à droite. Donc même quand on dit elle a été chez elle à 17h, et elle a fait du repassage, et le volet était fermé, et Grégory était devant la maison, il n'y a personne pour l'attester de ça. Personne. Tout peut être mis en question. Tout peut être sujet à mensonge. La lettre, l'appel à Michel, la présence dans la maison, tout. C'est pas fini. Après, on nous dit, ah, mais Christine, elle est hors de cause, le timing rend tout ça impossible. Elle n'avait pas le temps jusqu'à 17h30, etc. C'est quand même étonnant que des gens intelligents ne réfléchissent pas. Réfléchissez 2 minutes. On vous l'a dit pourtant, les docteurs de l'autopsie. On vous dit,
la rigidité cadavérique de Grégory était faible, il a sans doute pas passé 4 heures dans l'eau. D'ailleurs, dans ses poumons, il n'y avait pas de présence de particules de la Vologne dans ses poumons. Ce qui laisse à penser que Grégory a été déposé dans la Vologne beaucoup plus tard, genre 19h30, 20h, 20h30, avant d'être retrouvé après 21h. Donc, pourquoi on s'obstine tous à répéter, comme un fait accompli, l'enfant a été kidnappé à 17h15, on a appelé Michel à 32, et il a été jeté à Docelles, etc. On n'en sait rien. Je vous rappelle que personne n'a rien vu à Docelles. Personne n'était à côté de Michel pour dire on l'a appelé, etc., etc., etc. Donc je dis, la personne, l'enquêteur, l'enquêtrice neutre, doit arrêter de prendre certaines affirmations pour des faits accomplis. Christine était chez elle à 17h. La lettre a été postée. Non, l'enveloppe a été postée. La lettre, on ne sait pas. Christine était bloquée derrière le bus de ramassage scolaire, donc elle n'a pas eu le temps. Mais on vient de vous dire que le corps a sans doute été gardé dans un coffre ou dans une cave ou dans un garage pendant plusieurs heures avant d'être jeté à la Vologne. Donc il faut à un moment donné arrêter de prendre des suppositions pour des faits accomplis. Sinon, on n'y voit pas clair. Les seules choses qu'on peut prendre pour des faits accomplis, ce sont des choses qui sont corroborées. Corroborées. Christine a pris l'enfant chez la nourrice vers 17h. Moins 3, enfin bref. La nourrice le confirme. À la poste, devant la poste, personne n'a vu Muriel ou Laroche poster une lettre. Personne. Des collègues ont vu Christine, mais il y a confusion parce que Christine y a été la veille pour commander des vêtements à Trois Suisses ou je ne sais pas quoi. Elle se serait trompée dans la description de ses vêtements. Ensuite, une fois que la voiture de Christine dépasse M. Melin et la voisine en bas et qu'elle les salue, plus personne ne voit l'enfant ni Christine. Donc, le dire elle a été chez elle à 17h, personne ne le sait. C'est important ces faits-là, parce que dans le cas de Louisette Lavray, qui est un homme, hein, j'ai un peu vu pas mal de ses vidéos, lui il part dans des idées qui sont intéressantes, mais qui sont complètement théoriques, théorisées quoi. Le kidnappeur est venu à l'avance, il s'est mis derrière la maison, il s'est caché, là il aurait appelé Grégory, et quand Grégory serait venu, il l'a embarqué, et puis il a traîné là sans doute pour écrire la lettre ou pour tuer le petit, et puis il a croisé Madame Clandon plus bas, ça devait être lui. Ce sont des théories, hein. Ce sont des théories qui sont intéressantes, je ne dis pas le contraire, mais ce n'est pas des choses factuelles, ça repose... À un moment donné, il faut un minimum se reposer sur ce que les gens ont vu et sur ce qu'on peut prouver et sur des témoignages visuels. Je vous rappelle quand même que on parle de quelqu'un qui aurait été à Docelles en plein jour, ligoter un enfant et le jeter dans la Vologne à 5h30, 6h, quand il fait encore pleine journée, à un endroit, puisqu'on parle de la maison des pompiers, qui est entouré d'habitations avec des gens qui peuvent vous voir. C'est d'une inconscience totale. Par contre, jeter un enfant à la tombée de la nuit, quand tout le monde est agité, occupé à chercher Grégory à gauche et à droite, c'est beaucoup plus commode. Et pour la lettre, il faut évacuer cette histoire parce que la lettre, elle peut, si elle est vraiment postée par un corbeau extérieur, effectivement, c'est quelqu'un qui l'a mis à la poste avec la lettre dedans, dans l'enveloppe, avant 17h15. Mais si c'est quelqu'un parmi les gens qui l'ont reçu, c'est-à-dire Christine ou Jean-Marie, ils peuvent avoir mis l'enveloppe vide et mettre la lettre dedans une fois que le tout a été fait et dire voilà ce qu'on a reçu. Ce sont des manipulations qui sont assez faciles à faire. Ensuite, dans mon audio qui est passé sur la chaîne de Louisette Lavray, je parle à un moment donné de l'histoire de la porte qu'on a cassée, Christine qui voit un bras qui s'enfuit dans la nuit, etc. Personne ne répond à ça.
Tout le monde prend ça comme un fait accompli. Le corbeau a osé venir chez Christine la nuit, il prenait des risques. Personne ne se dit jamais, est-ce que c'est vrai que ce corbeau est venu? Le mari, Jean-Marie, n'était même pas là, il était au travail. Il n'y a qu'elle qui a vu ça. Je veux dire, à un moment donné, dans cette affaire, on a compris que beaucoup de gens mentent. Il faut arrêter de prendre ce que les gens disent pour des affirmations solides, indiscutables, véridiques. C'est ridicule, en fait. C'est ridicule. Donc moi, ce que j'ai voulu dire dans cet audio, j'ai pas voulu porter d'accusation. Je veux dire simplement qu'à un moment donné, tenons-nous au factuel sans tabou, c'est important, sans tabou, parce que beaucoup de gens font le tabou de la mère. Moi, ça me fait ni chaud ni froid que c'est la mère la coupable, ça change rien. On a un enfant qui est mort, c'est pas ça qui... Vous savez, comment on appelle ça, les enfants tués par leur mère, les prisons en sont pleines, hein. C'est très courant. Madame Bézina, dans le documentaire Netflix, je crois que c'est elle, hein, je suis plus sûr maintenant, peut-être c'est quelqu'un d'autre, enfin soit, elle dit, en général, les enfants, si c'est pas pour des trucs sexuels, etc., en général, la coupable, c'est la mère. Souvent. C'est comme ça. Pour des questions de dépression, de psychiatrie, de déprime. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de cas. C'est souvent le cas. Mais ici, on n'est pas occupé à faire des probabilités. On n'est pas occupé à jouir à l'idée d'accuser Christine. On est occupé à essayer de différencier le factuel du vrai, du véridique. Rappelez-vous l'appel du corbeau enregistré à la femme de Jackie. À un moment donné, elle dit « Allez, maintenant ça suffit, hein, Jean-Marie. » C'est-à-dire qu'elle-même pensait que Jean-Marie, pour se venger ou pour savoir le vrai du faux, jouait au corbeau aussi. Voilà l'atmosphère qui régnait là-bas. Tout le monde mentait, tout le monde se faisait des appels anonymes, tout le monde changeait sa voix, et tout le monde s'envoyait des lettres. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire il y a les anges, il y a les démons, il y a les innocents, il y a les coupables. Tout le monde a joué. Avec les secrets de famille, avec les haines entre les familles, en allant même puiser dans l'histoire, quand on parle du père d'Albert qui s'est pendu et qu'il ira se pendre aussi, etc., etc. Et je redis encore une chose, rien ne prouve que ces échanges entre le corbeau et les autres, ou les corbeaux et les autres, soient reliés au meurtre. À ce que je sache, je ne les ai pas toutes vues, mais à ce que je sache, la calligraphie de la dernière lettre de revendication ne ressemble en rien à tous les courriers qui étaient envoyés par le corbeau. Il écrivait en italique, en majuscule, et pas de la main gauche d'une façon très biscornue, comme dans la dernière lettre. Donc on peut faire tous les liens qu'on veut. On peut jouer avec cet historique, dire, vous voyez, c'est le corbeau qui est réapparu, etc., etc. Moi, je suis persuadé que dans cette affaire, il y a beaucoup de gens qui mentent. Il y a beaucoup de gens qui ont participé à ces jeux et qui ont eu peur d'être accusés du meurtre, qui ont été pris de panique. Personnellement, mon idée, qui ne repose sur rien, je précise, c'est que Bernard et Marie-Ange, entourés de Marcel Jacob et toute la bande à Monzet, là en haut, ils ont joué à ça. Ils ont fait des appels, ils ont envoyé des lettres. Donc moi, je n'en fais pas une maladie de dire certaines lettres du début viennent du bloc-notes de Bernard Laroche, d'où le foulage et compagnie. Mais tout ça, ça prouve pas le meurtre, hein, parce que je vous rappelle ce que j'ai dit dans l'audio précédent, même si Bernard a été chercher Muriel pour X raisons à l'école à 17h, ça lui laisse un temps absolument impossible pour faire tout le reste. Surtout si on pense que l'enfant n'a pas été tué à 17h30. Après, il est au tiercé, il va chercher du vin, il doit mettre le vin dans le coffre, enfin, bref. Donc cette affaire qui semble claire, qui semble facile, qui semble désigner, vous savez, aussi pour quand on connaît la vie, je ne vais pas faire le vieux sage, mais quand même, quand on connaît la vie, on sait que parfois les gens les plus vulgaires, les plus insultants, les plus bizarres, c'est pas toujours les coupables. Des fois, les coupables sont des gens silencieux, sournois, qui gardent beaucoup à l'intérieur, qui ne montrent pas. Il ne faut pas se fier aux apparences dans la vie. Par exemple, dans le cas de Marie-Ange Laroche, ça fait aucun doute dans ma tête que c'est une femme très difficile à vivre, très dominante, agitée, vulgaire, je veux dire qui veut tout diriger, ça j'en doute pas, une minute. Mais être comme ça signifie pas qu'on tue des gens, vous comprenez?
Il faut bien différencier le fait d'être quelqu'un de désagréable à plusieurs niveaux et être un criminel ou une criminelle. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, pour conclure, parce que je me répète malheureusement, pour conclure, moi ce que je voudrais dire, c'est que c'est pas, je l'avais dit au début de l'audio, c'est pas la question d'accuser, c'est la question, si on s'en tient au factuel, je répète, si on s'en tient au factuel, beaucoup de choses tournent autour de la mère. Qu'on le veuille ou non, et moi ça me plaît pas. Quand je dis ça, je pense à quoi? Elle sort du boulot à 54. Elle va chez la nourrice à 57. La nourrice la voit. Elle passe devant Monsieur Colin et son chien vers les 17 heures, puisque la femme qui était avec Colin a dit « J'avais faim, j'ai été manger, j'ai regardé l'horloge, il était 17 heures. » Et là, elle leur fait coucou. Et tout ce qui se passe après, c'est le blackout total. Elle va chez elle ou pas? Si elle va pas chez elle, elle va où? Si elle va chez elle, est-ce qu'elle met Grégory dehors? S'il est dehors, qui l'a vu? Personne. Etc., etc. Tout le reste, c'est obscur. Et je rappelle quand même que quand on voit les images, cette maison est en les hauteurs, elle est visible de partout. Monsieur Melin avec son chien, Monsieur Méline avec son tracteur, Madame Clandon avec ses vaches, tout ce beau monde, entre 5h et 5h30, tourne autour de la maison. Vous imaginez le kidnappeur complètement cinglé qui choisit ce moment-là avec le risque d'être vu ou par Melin, ou par Clandon, ou par celui qui promène son chien. Méline. Ça fait du monde, hein? Et tout ce beau monde a tourné autour de la maison à un moment ou à un autre et n'a rien vu, sauf la Christine qui cherchait son fils à quart 20 et qui a demandé si on l'avait vu et qui est partie en voiture. Et vous vous êtes jamais dit cette chose-là quand elle part en voiture à la recherche de Grégory. Vous pouvez jurer à ce qu'on vous coupe la main et la langue qu'à cette heure-là, à ce moment-là, Grégory ne pouvait pas être à l'arrière de sa voiture. Vous pouvez jurer ça? Quelqu'un a été fouiller sa voiture? Elle a été où? Jusqu'à 17h30 et plus. C'est normal qu'on se pose la question. On cherche un coupable ou une coupable d'un meurtre. Si tu pars avec des tabous, c'est mal parti. Donc, à la limite, si on est honnête, on dit « J'aime bien la mère, j'aimerais pas qu'elle soit coupable, mais effectivement, je ne peux pas jurer qu'à 17h15, quand elle part chercher Grégory, ben elle l'a pas dans son coffre. Et qu'elle va pas le cacher quelque part, et que plus tard, X, Y, Z ira le déposer à la Vologne. On dit « Je sais pas », si on est honnête. On dit « Je sais pas ». On dit pas « C'est impossible, salaud, misogyne, toujours contre les femmes, espèce de Marguerite Duras ». Non, on s'en fout de tout ça. On s'en fout, mais on n'exclut pas des pistes possibles. Sinon, ça sert à rien d'enquêter. Alors on dit, écoutez, moi ça m'arrange que c'est la roche, j'aime pas sa femme, j'aime pas sa gueule. Ah on leur met tout sur le dos et les pauvres parents, les pauvres chéris, en aucune manière, c'est eux. Ça, c'est un message que j'ai envie de dire à Christine et à Jean-Marie si par hasard ils m'entendent. Bien sûr qu'on les aime tous, bien sûr qu'ils nous sont sympathiques, bien sûr qu'on n'aimerait pas qu'ils soient coupables. Mais c'est évident qu'il faut comprendre que quelqu'un qui veut savoir la vérité, il ne peut pas exclure toutes les personnes qui lui sont sympathiques. Bien sûr, en théorie, Michel a l'air antipathique, Marie-Ange a l'air antipathique, la famille Boll font peur, elle semble être des gens de Cro-Magnon. Oui, c'est vrai tout ça. Mais est-ce que ça suffit pour dire c'est des criminels? On ne parle pas d'un coup de poing, hein? On ne parle pas de crever des pneus, on ne parle pas de foutre le feu à une maison. On parle de prendre un enfant, le tuer, lui mettre des cordelettes autour du cou, des mains et des pieds, et de le jeter dans une rivière froide. Ah, c'est pas du tout un truc de vengeance paysanne, hein, où on tue une vache ou je ne sais pas quoi. On parle d'un fait grave. L'assassinat d'un petit garçon. Et un assassinat très spécial. On ne parle pas d'un égorgement, d'une pendaison,
d'une disparition, vous savez, pour le même prix. Pour le même prix, on le dit pas ça. Le corbeau, si c'est lui le coupable, il pouvait prendre l'enfant, aller l'enterrer au fin fond d'une forêt, il connaissait bien les lieux, et envoyer une belle lettre aux parents. Voilà ton fils, tu le reverras jamais. Il a été mis quelque part. Tu vivras toujours avec le doute qu'il est vivant ou mort. Et ça me fait plaisir de te voir dans le stress de ne pas savoir. Il aurait pu faire ça aussi. Mais non, il a choisi de dire de la Vologne et de prévenir tôt, à 17h32, à Michel, tout de suite. Et de faire une lettre en plus. Pourquoi? Pourquoi, à votre avis, quelqu'un qui voudrait du mal aux Villemains à travers leur enfant, il n'a pas fait disparaître l'enfant, le jeter dans l'acide, le jeter dans un trou, et le boucher. Pourquoi il fallait tout ce truc visuel? La Vologne, les cordelettes autour des mains et des pieds, la lettre, le coup de téléphone. Ça fait beaucoup, je l'ai déjà dit, ça fait beaucoup. À un moment donné, quelqu'un qui veut du mal et qui n'a pas envie de s'exposer et de prendre des risques, personne n'a envie d'être pris, ben il fait un truc en douce, le plus discret possible. Il kidnappe l'enfant, il le tue, il l'enterre au milieu de la forêt, et puis il donne plus signe de vie, et les parents deviennent fous. Où est notre enfant? J'ai plus de nouvelles, où est-ce qu'il est? On l'a kidnappé, il est dans un réseau pédophile, il est mort. C'est encore pire comme torture, si tu veux torturer des gens. D'être dans le flou, comme les parents de la petite Maddy et d'autres histoires. Ici, il a tout dit dès le début. J'ai eu l'enfant, il est dans la Vologne, ma vengeance est faite. Voilà, c'est moi, coucou. Allez demander à tout le monde qui était autour de la poste ou autour des cabines téléphoniques si on m'a vu. Parce que je vous le dis, c'est moi qui ai appelé, c'est moi qui ai posté, c'est moi qui ai tué et c'est moi qui ai ficelé. C'est pas du tout logique tout ça. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, écoutez, pour une discussion en direct avec Louisette Lavray, j'attends une réponse à mon mail et éventuellement on organisera une, une discussion, un débat en live, s'il est d'accord, ça pourrait être intéressant, où tout ceci pourrait être un petit peu développé. Je vous remercie de m'avoir écouté, à très bientôt, au revoir.